pour aller un peu dans le sujet un peu pointu juridique qui est la question du droit de l'état de l'art en ce moment, réflexion sur le droit de l'animal et puis notre question à nous aujourd'hui sur le statut spécifique des hominidés. Peut-être donner la parole aux juristes qui sont présents ici. Yann Laurence qui est directeur biodiversité enseignant à Sciences Po et directeur de programme biodiversité à l'IDRI. Puis Nicolas Delafont également qui est étudiant à Sciences Po et qui a mené avec un autre groupe d'étudiants un travail cette année sur le droit des animaux. Quelle est votre opinion aujourd'hui sur cette réflexion juridique droit de l'animal, statut des grands singes? Moi, j'enseigne dans mes activités, notamment j'enseigne à Sciences Po, à l'école de Paris des affaires internationales. Et à la demande du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a posé la question aux étudiants, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse, en gros un peu à 360 degrés, de ce qui existe en termes de réflexion sur le droit des animaux et d'exploration des pistes qui permettraient à des acteurs publics, notamment au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui, comme vous le savez, a la charge de la gestion des conventions dont la France est partie, de regarder quelles sont les avancées possibles. Et voilà, donc c'est pas moi qui fais ce travail, c'est Nicolas et ses camarades. Je suis juste là pour le soutenir, et puis parce que quand un prof donne le travail aux étudiants, il fait pas le boulot à leur place, mais en revanche, je suis là pour évidemment répondre aux questions si vous trouvez des défauts, ils sont attribuables à moi et pas aux étudiants. Du coup, moi, je vais vous présenter rapidement les grands enjeux et les arguments en fait, qui sont utilisés dans les questions quand on parle de droit de l'animal ou droit des animaux. Et je vais essayer de lier ça rapidement aussi à la question qui nous amène tous ici. C'est du coup le droit. Est-ce qu'on peut parler d'un droit des grands singes? Est-ce que c'est absurde? Comment on peut faire? Pourquoi? Et ensuite, M. Marguenot ira un peu plus sur les détails. Donc, comme vous l'avez dit, le droit français est très, comme beaucoup de droits nationaux, ont un rapport vraiment ambigu à l'animal en fait. Donc comme on disait, l'animal on le considère différemment selon son statut, si c'est un animal domestique ou sauvage par exemple. Et du coup en fait il faut se dire dès le départ en fait que l'animal dans le droit est considéré selon l'utilité, l'utilisation qu'on en fait. Donc par exemple pour un même animal comme un lapin peut être un animal domestique, donc peut être un animal de rente, donc par exemple c'est l'animal qu'on va manger, peut être un animal de laboratoire, peut être un animal sauvage, donc la res lunus qui n'appartient à personne, ou alors qui est géré selon les logiques de la chasse, du gibier. Du coup, le même animal, selon sa situation, en fait, a 4 statuts différents. Du coup, dans le droit, en fait, il n'y a pas un animal, il y a des animaux. Il y a un animal domestique, un animal de rente, un animal sauvage, l'animal liminaire. Du coup, parler du droit de l'animal, comme vous l'avez dit, c'est parler de l'individualité de l'animal, c'est essayer de parler d'un statut, pas de parler de statut qui dépend d'une situation ou d'un contexte. Et du coup, c'est d'essayer de le faire sortir, de casser un peu ce grand mur dont vous avez parlé, qu'il y a dans le Code civil entre les personnes, d'un côté, et les biens. Et du coup, c'est d'essayer de se dire, et donc du coup, c'est un espèce d'effort d'imagination aussi dans le droit, d'essayer d'imaginer quelque chose entre eux, une connexion, comme un pont. Donc du coup, donner les droits des animaux, quelle drôle d'idée? Est-ce que c'est une drôle d'idée? Comment faire? Déjà, du coup, quand un animal est protégé, on peut protéger son habitat. Donc on peut parler d'écosystème. En droit, on parle plutôt d'habitat. On peut protéger l'espèce. Donc là, du coup, habitat, espèce, c'est aussi c'est le droit national, c'est aussi les grandes conventions internationales. Mais on peut aussi protéger le bien, comme c'est le cas, par exemple, pour les animaux domestiques. Mais on peut aussi protéger la personne. Donc on va revenir avec M. Marguenot sur la notion de personne, personnalité juridique. Mais du coup, quelle est cette troisième dimension, cette dimension de l'individu? Donc ce droit de l'animal, qui se focalise sur l'individu, se base sur la notion de souffrance. Donc ça, comme vous l'avez dit, c'est sur la conscience animale. La question de la douleur sont maintenant prouvées pour la plupart des espèces que tout être vivant animal éprouve de la douleur. Donc douleur et souffrance, la différence c'est la conscience. Mais du coup, tout être vivant animal a l'intérêt de ne pas souffrir et de ne pas être tué. C'est la fondation, c'est la base. Et du coup, quand on parle de ça, tout être vivant animal qui ressent de la douleur potentiellement a donc ce droit fondamental de ne pas ressentir cette douleur, si on élabore un peu là-dessus. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'assez récent. Quand on voit juste dans les années 80, en fait, jusqu'aux années 80, on n'anesthésiait pas les animaux quand on les opérait, ainsi que les nourrissons.
parce que c'était des êtres qui ne pouvaient pas communiquer. Du coup, on pensait qu'ils ne souffraient pas et surtout qu'ils ne gardaient pas cette souffrance comme un traumatisme. Mais la folie n'est pas le propre de l'homme, elle est aussi le propre de l'animal, comme la souffrance. Du coup, il faut parler de droits fondamentaux. C'est d'autant plus légitime pour les grands singes, car il y a beaucoup d'antispécistes ou de philosophes qui parlent de l'argument, ce qu'on appelle l'argument des cas marginaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de dire que quand on prend un nourrisson ou un handicapé mental, par exemple, ils sont sujets de droit, au sens qu'ils sont une personnalité juridique, ils ont des droits fondamentaux. Ces droits dont je vous parlais, de ne pas être tué, de ne pas avoir faim, etc. Mais quand on prend par exemple un grand singe qui, si on prend d'un point de vue des capacités cognitives ou des capacités à éprouver des émotions complexes ou à conscientiser ces émotions dans le passé ou dans le futur, réagissent beaucoup mieux aux tests et du coup sont aussi conscients, voire plus que ces individus. On peut se poser pourquoi ils n'ont pas aussi ces droits, alors qu'ils ont des capacités cognitives égales ou supérieures. Donc en France, cet argument, il est quand même assez fort parce qu'il y a quand même le régime de l'incapacité. Donc ça veut dire que c'est des personnes comme, je parlais par exemple les jeunes enfants ou les personnes qui sont en incapacité mentale, qui sont sujets de droit, ça veut dire qu'ils ont la personnalité juridique, ils ont ces droits fondamentaux, mais ils n'ont pas la capacité juridique. Donc il y a cette différence à faire entre avoir le droit, avoir une personnalité juridique, donc être protégé, et avoir la capacité, donc avoir des devoirs, des obligations. Mais il y a un obstacle à cette attribution du droit, ce droit fondamental, c'est que c'est le régime dont on parlait, dans lequel ils sont soumis, c'est des biens. Comme c'est des biens, ils ne peuvent pas se défendre. Il faut que quelqu'un puisse les défendre. Et pour qu'on puisse défendre un individu, il faut qu'il y ait une personnalité juridique. C'est un peu un cercle vicieux. Donc on arrive donc à la notion de personnalité. Donc il faut donner une personnalité au grand singe. C'est crucial parce que ça fait quand même bouger beaucoup les choses dans le droit. Parce que la notion de se dire personnalité juridique égale être humain, c'est ce qu'on a tous un peu en tête, c'est faux déjà dans l'histoire. Quand on prend l'histoire du droit des femmes, des droits des enfants, et quand on prend par exemple la question de l'esclavage, mais c'est faux aussi mondialement. Et, même en France, il y a plein en fait d'entités, d'objets ou de personnes qui ont la personnalité juridique, qui ne sont pas des êtres humains. On prend les entreprises, on peut prendre les bateaux. En Nouvelle-Zélande, on a des fleuves. On a un fleuve, le Gange en Inde. On a les dauphins en Inde aussi, des dolphinariums. Du coup, on a plein d'entités qui ont la personnalité juridique, du coup, qui peuvent être défendues pour elles-mêmes, dans leur propre intérêt. Et du coup, pourquoi pas les grands singes? De ce point de vue-là, donc du coup, on a deux arguments. On a l'argument de la capacité. Les nourrissons ont bien des droits, mais n'ont pas la capacité juridique. On a aussi cet argument de c'est totalement possible de penser une personnalité juridique qui ne soit pas un être humain. C'est totalement possible. Donc en France, on en est encore assez loin. Il y a des efforts timides, il y a des efforts de jurisprudence, par exemple pour les gardes de chiens, par exemple, où le juge a essayé de prendre en compte l'intérêt de l'animal, mais ça reste très timide. On a aussi la loi biodiversité de 2016, avec la notion de préjudice écologique objectif. Donc par exemple, quand il y a une catastrophe, ou il y a un dommage causé à l'environnement, on va prendre aussi en compte le point de vue de l'environnement ou de l'espèce. On va essayer de réparer. Mais on reste dans une démarche de réparation, on n'est pas dans une démarche de droit individuel. Du coup, pour conclure, et pour passer la parole à M. Marguenot, il faut protéger les grands singes, donc il faut protéger l'espèce, d'accord, il faut protéger l'habitat, mais il faut aussi protéger l'individu. Et pour protéger l'individu, c'est vrai que la notion de personnalité juridique, ou le donner droit au singe lui-même, est une bonne idée. Ça créerait une fissure dans ce mur entre les biens et les personnes. Donc ça permettrait aussi de faire entrer d'autres débats, donc par exemple de faire entrer d'autres animaux, pourquoi pas. Et surtout, en fait, ça permettrait une réflexion globale autour de l'animal. Donc ça permettrait déjà d'interdire les expériences douloureuses sur les grands singes. Et pourquoi pas avec un effet boule de neige, parce que même si les grands singes aujourd'hui ne sont pas utilisés dans les laboratoires, les macaques le sont. Par exemple, en 2016, il y avait plus de 3600 primates non humains qui étaient utilisés. Donc ça interdirait toute forme de réclusion et aurait pourquoi pas un effet de boule de neige. Par exemple, d'un point de vue sur la loi du devoir de vigilance, donc les entreprises françaises qui sont sur place devraient intégrer ce volet juridique et d'autres choses. Les pays africains de tradition, de droit, qui ont un droit français qui s'inspire du Code civil, pour aussi reprendre une formulation peut-être proche, peut-être. Donc, et je voudrais finir aussi là-dessus, si on ouvre ce débat de droit des grands singes, c'est très bien, mais il faut le relier avec
la lutte contre la criminalité, qui est l'autre volet en fait, et du coup donner plus de moyens au parquet. Et du coup, et pourquoi pas, par exemple, comme ça a été dans votre déclaration, créer des centres d'accueil à l'aéroport, essayer de penser un peu à 360 degrés, ce droit du singe qui pourrait avoir un rôle symbolique, et aussi la lutte de la criminalité, qui en France, on peut faire beaucoup mieux ce sujet.